Coucou tout le monde. Alors, vous êtes prêts pour la première étape des 9 étapes pour accoucher de soi-même? Je suis vraiment super contente de faire cette vidéo à la découverte de nos multipotentialités, de nos multipersonnalités. Ah, je fais aussi une petite aparté. J'ai un de mes petits clients qui regarde mes vidéos régulièrement qui m'a signalé que j'avais un problème de micro. Et il a raison. En fait, j'ai découvert que j'avais un super micro, mais qu'il me manquait une pile à l'intérieur. Donc, désolé, ça ne sera pas encore pour cette fois-ci, puisque j'attends la fameuse pile qui manque à l'intérieur que je n'ai pas retrouvée. Voilà, petit aparté. Donc, du coup, on va partir à l'aventure des 6 personnalités, des 6 sous-personnalités, types de personnalités, selon la process communication. Ça a été un outil pour moi vraiment extraordinaire et je suis vraiment ravie de vous le transmettre. Alors, on va malheureusement pas pouvoir aller vraiment dans les profondeurs en fait de la richesse de cet outil parce que c'est impressionnant en fait comment il nous aide en fait dans les relations humaines et à comprendre en fait nos différences. Pourquoi en fait on se comprend pas en fait. Pourquoi je comprends pas en fait mon conjoint, pourquoi je comprends pas mon boss. On a l'impression parfois de ne pas parler le même langage. Ça c'est le côté on va dire classique. Mais ce qui est super intéressant, c'est de comprendre que à l'intérieur de toi, tu as en fait ces différents personnages et qui se font plus souvent la guerre qu'ils sont en paix. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que de voir en fait qu'il y a certains personnages que tu as un peu oublié en fait. Et puis du coup tu vas attirer à toi d'autres personnes, des événements, des situations qui vont venir en fait te titiller justement pour réveiller quelque part ces types de personnalités que tu as un petit peu enfouis parce que s'il n'était pas reconnu ce personnage qui est pourtant peut-être ton type de personnalité de base, vraiment celui qui est tes fondations, qui est celui le plus profond en toi, s'il n'a pas été reconnu ni validé en fait par tes parents, eh bien alors du coup tu as été en chercher un autre. C'est ce qu'on appelle des faux selfs. Mais évidemment, donc tu fais avec cela, mais quelque part c'est comme si tu marchais sur une jambe au lieu de deux, quoi. Donc c'est compliqué et encore souvent t'as pas que deux jambes. Alors je t'explique un peu comment fonctionne le principe de la process communication. Je t'ai expliqué en fait dans la première vidéo que moi j'aimais bien voir le percevoir comme une boule à facettes. C'est une boule à facettes. Alors, Tabby Keller, qui est à l'origine en fait de ce modèle, lui voyait le principe de la process communication et voyait en fait l'individu comme un immeuble. Tu es comme un immeuble avec différents étages. Et donc, tu nais en fait avec un étage de base. C'est ta fondation. Ça, c'est ce qu'on appelle la personnalité de base. Et puis ensuite, puisque ta problématique de base si tu n'arrives pas à résoudre ta problématique de base, alors tu vas aller chercher auprès d'autres personnalités, développer d'autres types de personnalités à la recherche en fait de la résolution de ta problématique. Ça, c'est super important de comprendre comment ça marche. Et donc, selon la difficulté justement à résoudre ta problématique, tu peux avoir comme ça accumulé et aller chercher en fait visiter comme si tu vas aller visiter en fait différents types de personnalités au fur et à mesure. Les hypersensibles, les surdoués ont souvent plus de sous-personnalités, plus de types de personnalités développées que les autres puisque ils sont là aussi pour résoudre des problématiques encore plus profondes. En tous les cas, c'est mon hypothèse. Et donc, à l'intérieur de toi, c'est comme si la majorité des gens avaient une maison à un étage, et toi, eh bien, tu vas te retrouver avec un immeuble avec 4, peut-être 5 types de personnalités différents.
Et donc évidemment, l'enjeu, ça va être de faire en sorte que ces différents types de personnalités, déjà que tu les comprennes, que tu les comprennes et que tu les accueilles, chacune d'entre elles, et que tu apprennes en fait à faire en sorte qu'elles se parlent entre elles. Ce qui est super important aussi, c'est de percevoir que cette boule à facettes que tu as représente en fait une équipe à l'intérieur de toi. Et ce qui est magique, en fait, c'est là où tu vas pouvoir activer déjà un super pouvoir, de pouvoir activer justement différents types un type de personnalité bien particulier selon en fait les choses que tu as à faire. Par exemple, si tu as à aller faire un défi, à dépasser en fait des choses, un défi pour toi, tu vas plutôt aller activer le promoteur que le rêveur. Parce que, on va le voir, le rêveur, lui, l'action, c'est pas trop son truc. Donc lui, le rêveur, tu vas l'activer au moment de la préparation, pour anticiper, pour prévoir, pour rêver en fait ton projet. Lui, il est champion du monde en fait dans le rêve. Mais par contre, dans l'activation en fait de la concrétisation, ah bah là, tu as intérêt en fait d'aller activer un autre type de personnalité en toi, comme si vraiment tu avais différents types de personnages à l'intérieur de toi. Et ce que tu peux faire même, c'est de te constituer, en fait, moi j'avais, à un moment donné, je ne l'ai pas là, mais j'avais acheté même des Playmobil. Et donc j'avais vraiment identifié les différents types de personnalités qu'il y avait à l'intérieur de moi, et je leur parlais. Je faisais en fait comme si je faisais des conseils à l'intérieur de moi-même, en fait, quand j'avais des décisions à prendre. Alors, on va démarrer avec donc le premier type de personnalité, qui est la personnalité du rêveur. L'ordre en fait avec lequel je vais te présenter en fait les différents types de personnalités, c'est aussi en fonction des différentes étapes du développement de l'enfant. Et donc le rêveur, sa problématique, sa question existentielle, c'est suis-je voulu? Et il correspond à la première étape donc de développement de l'enfant, qui est l'étape de l'autonomie, de la dépendance et de l'autonomie. Normal, quand tu nais, eh bien, tu es un enfant sans défense qui ne peut rien faire. Et donc, tu es forcément dépendant de ta mère et de ton père, mais surtout de la mère au démarrage, pour pouvoir assouvir tes besoins de base. Et donc, selon en fait que ta mère va être là pour justement prendre soin en fait de tes besoins de base, et les besoins de base, c'est changer sa couche, c'est changer ta couche, c'est te donner à manger, je vais y arriver, et c'est aussi, et bien évidemment, prendre soin en fait vraiment du nourrisson que tu es, te donner tout l'amour. Et donc, le rêveur donc, a cette problématique d'une mère en fait qui n'est pas, je vais essayer d'arrêter les en fait parce que je sais que j'en dis beaucoup, on me l'a fait remarquer aussi. Donc au moment de la problématique du rêveur, c'est le fait donc de ne pas avoir vécu suffisamment en fait, de ne pas avoir été nourri dans ses besoins de base. Donc il va construire en fait la croyance qu'il n'est pas voulu. Et c'est le cas par exemple des enfants qui ont eu une mère, ce qu'on appelle le syndrome de la mère morte. C'est les mères qui sont dépressives, par exemple, quand tu es né, ou les mères qui abandonnent un enfant, là c'est le cas extrême, mais c'est aussi les cas de mères très jeunes, qui accouchent très jeunes et qui ne se sentent pas du tout dans cette maternité et qui du coup ont beaucoup de mal en fait à se donner, enfin à être en connexion avec leur rôle de mère et donc du coup être en lien avec l'enfant. Et donc si tu es né d'une mère qui ne t'a pas voulu, et c'est aussi le cas
des mères qui voulaient plutôt un garçon et donc du coup qui ne te reconnaît pas en tant que fille, ou ça peut être inversement aussi, eh bien le rêveur, en fait, tu vas te retrouver dans cette définition du rêveur. Alors le rêveur, eh bien, comme son nom l'indique, c'est une personne qui a des grandes qualités hyper intuitives. En gros, il a une problématique d'incarnation. Comme il n'est pas accueilli par la mère, eh bien, il est encore, j'ai envie de dire, presque encore dans un autre monde, quoi. Donc, il fonctionne beaucoup dans l'imaginaire. Comme il souffre beaucoup, évidemment, de ne pas être accueilli. Et moi, dans mes séances, je fais très souvent, en fait, des processus de rebirth, de renaissance. Et à chaque fois, je vois, en fait, la souffrance de la personne qui est dans le ventre de la mère, et je l'ai fait moi-même, où je me suis retrouvée, en fait, dans le ventre de ma mère, et en fait, je n'ai pas envie de sortir. Et là, on vit déjà la problématique du rêveur qui ne se sent pas accueilli. Et donc, il n'a pas envie de sortir. Et s'il n'a pas envie de sortir, on comprend bien que ça va être compliqué pour lui d'être dans la matérialité. Donc, la qualité, par contre, du rêveur, ça va être justement d'être dans l'imaginaire. Il aime regarder les choses, il est dans le contemplatif, c'est un grand contemplatif, un grand rêveur, un grand imaginatif. En revanche, il a aussi un côté donc un peu victime, même beaucoup victime, et aussi il est dans cette indifférence. Rien ne le touche. Comme il est dans un imaginaire, c'est pas grave. Tu peux lui faire ce que tu veux, c'est pas grave. Enfin, ça, c'est un des grands mots, en fait, du rêveur. Et ce qui est intéressant de voir, c'est aussi sous son phénomène sous stress, eh bien, il va se plaindre. Il va avoir le sentiment de ne pas avoir de valeur. Je n'ai pas de valeur, mais tu n'as pas de valeur. C'est le principe du géniard. Et puis, si vraiment il a un stress très profond, alors il va se retirer, en fait, dans sa grotte. C'est comme si, en fait, il n'existait plus. Il est vraiment... Et donc, si toi, tu as une personnalité qui a besoin de contact, qui est par exemple un rebelle, on voit bien que le couple du rêveur rebelle va être vraiment très problématique, parce qu'il y en a un qui a besoin de rêver, qui a besoin de solitude. Il a énormément besoin de solitude. Le rêveur, en fait, se nourrit et se régénère, en fait, dans la solitude, parce qu'il a appris, du coup, à se gérer tout seul. Et le rebelle, ça va être l'inverse, il va avoir besoin de contact. Et donc, la problématique, en fait, du rêveur, c'est que quand il est en niveau de stress, eh bien, il va attendre passivement. Et donc, il peut attendre longtemps. Hein. Donc, la façon dont il va devoir procéder pour sortir, en fait, de sa situation, en fait, d'attente, eh bien, ça va être justement de décider pour lui, de faire confiance aussi à d'autres, de pouvoir s'appuyer, en fait, sur d'autres connaissances et de décider, en fait, pour lui ce qui est juste. Ça, c'est le premier type de personnalité. Je pourrais en dire bien évidemment beaucoup plus, mais on va essayer de résumer parce que sinon, on va faire des vidéos 3 heures. Le deuxième type de personnalité, c'est le promoteur. Alors lui, donc c'est la problématique que rencontre l'enfant. C'est la deuxième étape, en fait, de l'enfance, entre 9 mois et 18 mois, qui est le besoin de contact. L'enfant a besoin de sentir, en fait, le contact de la mère pour se sentir vivant. Il est vraiment à ce moment où, voilà, c'est encore une fois la prolongation de ce besoin d'incarnation. Et donc, pour pouvoir vivre ça, eh bien, s'il a vécu cette problématique de ne pas avoir le contact avec la mère, de ne pas être touché, de ne pas être vraiment câliné, etc., alors il va construire, en fait, un fonctionnement où il va être dans le faire, dans agir, en fait. C'est une façon, en fait, de compenser, en fait, une blessure profonde de manque de contact,
qui lui fait penser en fait lui ramène en fait qu'il n'est pas vivant. Et donc du coup, il va compenser justement par un côté défi. Il va se lancer des défis et quelque part, il va se mettre en danger. Il va vraiment aller chercher les limites tout le temps. C'est vraiment le promoteur, c'est quelqu'un qui aime dépasser les limites, qui aime les défis, les challenges. Donc ça, c'est une énorme qualité en fait, d'aller vraiment dans le même pas peur. Il est plutôt dans le même pas peur, mais dans le sens où en fait, il n'est plus en contact non plus avec son corps en fait, et il va chercher les limites pour justement sentir ce côté vivant. Il va chercher l'adrénaline. C'est vraiment celui qui va chercher l'adrénaline pour se sentir vivant, parce que en réalité, il a une grande blessure, un grand manque en fait d'amour maternel. Et ça, on reconnaît ça souvent en fait chez les hommes qui ont souffert justement, peut-être sûrement de la présence maternelle à un moment donné d'une mère qui n'était pas suffisamment, ou peut-être même, ou parfois aussi trop envahissante. Le côté sous stress, c'est quand il est sous stress, le promoteur, comme lui, il est vraiment dans cette quête, il n'est pas du tout dans l'émotionnel, il est complètement coupé de son émotionnel. Et donc, quand il est sous stress, c'est pas son problème. Voilà, c'est vraiment quand il a un problème dans le couple, par exemple, ça va pas être, c'est jamais de sa faute, c'est son problème. Débrouille-toi tout seul. C'est vraiment celui qui renvoie la responsabilité à l'autre et se désengage très rapidement. Parce que sa problématique, c'est le fait d'être proche aussi. Donc, il n'a pas envie, il a peur du lien, puisqu'il a été en manque du lien avec la mère, et donc il va avoir beaucoup de mal aussi dans ses relations amoureuses. Et donc, une façon de se protéger finalement du lien, d'éviter le lien, eh bien, ça va être, quand il va être encore plus en stress, d'avoir un côté persécuteur, de vraiment d'être dans le côté négatif, de dévaloriser l'autre. Il a un côté très très critique et très manipulateur. C'est aussi dans le côté positif, c'est le charmeur, c'est le promoteur, c'est le vendeur, c'est celui voilà, qui vendrait sa mère, c'est ce qu'on dit hein, des fameux vendeurs dans l'ancien modèle, il vendrait sa mère plutôt que de ne pas arriver à vendre ce qu'il a à vendre. Et donc sa problématique à lui, la façon dont il va devoir la solution en fait à sa problématique de suis-je vivant, c'est d'enfin être touché, accepter en fait d'être dans sa vulnérabilité. Et ça, voilà, c'est la manière en fait dont il va pouvoir enfin trouver se sentir vivant. Il va se sentir vivant en étant connecté à sa vulnérabilité, à son émotionnel. Le troisième personnage, c'est le troisième type de personnalité, c'est le persévérant. Alors le persévérant, lui, c'est donc la troisième étape de développement de l'enfant qui est basée sur la problématique de la confiance. C'est autour de 2 ans où l'enfant commence à faire ses expériences et où il va justement sentir est-ce qu'il peut faire confiance ou pas aux autres, et notamment dans ces expériences. C'est le côté besoin de sécurité aussi. C'est là où il va pouvoir sortir du nid et selon l'environnement dans lequel il se trouve quand il va sortir du nid, il va construire en fait la croyance que le monde est dangereux ou que le monde qu'il peut y aller en confiance en fait, selon si le père, et là le rôle du père est très important à 2 ans, puisque c'est le père en fait qui autorise, qui soutient, qui dit bah voilà, moi je vais t'apprendre en fait, tu vas découvrir la vie et je vais t'apprendre, je vais te donner les clés et tu vas pouvoir découvrir le monde en sécurité et quoi qu'il arrive, je suis là. Ça c'est vraiment le rôle du père dans la sécurité, de manière symbolique évidemment, puisqu'on a aussi chacun, homme et femme. Hein. Donc, il y a derrière un grand besoin en fait de sécurité qui va se développer. Et donc, le persévérant, pour pouvoir justement trouver cette sécurité, eh bien, il va c'est vraiment le besoin d'avoir raison. C'est le côté contrôlant.
c'est le côté qui se manifeste, donc sa grande qualité, c'est de... Alors, je ne sais pas ce qui se passe là. Ok, ah oui, c'est parce que j'ai des problèmes de lumière. Donc, c'est un grand orateur en fait. Le persévérant, c'est quelqu'un qui va trouver des arguments, qui est vraiment dans l'engagement aussi. C'est quelqu'un de très loyal. S'il est connecté, s'il est passionné en fait par un projet, eh bien, il va s'engager pleinement. Mais par contre, si il ne se sent pas s'il se sent en insécurité, alors là, il va commencer à devenir sous stress et donc il va commencer à imposer son point de vue. Il a un fort besoin d'être reconnu pour ses opinions, en fait, le persévérant. Et donc, sous stress, il va très vite avoir tendance de se mettre en position haute, d'avoir ce côté arrogant, de renvoyer à l'autre que l'autre n'est pas parfait. Mais en réalité, ça cache en fait une forte insécurité. C'est un peu comme le chien qui aboie. Ça me fait penser à ma chienne qui aboie, mais qui finalement a plus peur que les autres en fait. Et donc, pour pouvoir se libérer de cette problématique, de la confiance en soi, de cette question existentielle qui est suis-je digne de confiance? En gros, c'est sa problématique. Quelque part, il ne se croit pas à la hauteur. Eh bien, pour se libérer en fait de cette question, de ce sentiment de l'imposteur finalement, eh bien, il va devoir faire face à la peur en fait, peur de la responsabilité, et donc de sortir de la peur pour faire confiance en fait dans la vie, expérimenter la foi, de se rendre compte que finalement la peur c'est juste une illusion, c'est le moment aussi où quand on sort de la zone de confort, on va dans la zone de génie et là on se trouve en fait confronté à nos barrières en fait d'excellence, à nos propres limites, et donc le persévérant va devoir justement dépasser sa peur. Et je rencontre beaucoup de personnes qui en ce moment se retrouvent en fait confrontées à cette peur immense et qui préfèrent souvent en fait blâmer les autres, critiquer les autres, plutôt que d'aller voir en soi, mais qu'est-ce que ça me fait vivre en fait. Et ça, c'est vraiment, on est en plein dans le persévérant qui a plutôt tendance à blâmer l'autre, à trouver toujours des excuses chez l'autre, à voir que voilà, c'est l'autre qui ne va pas, alors qu'en réalité, c'est d'aller contacter vraiment les peurs les plus profondes. Le quatrième type de personnalité, c'est le travaillomane. Alors le travaillomane, pour moi, c'est vraiment la fourmi. C'est la fourmi travailleuse qui n'arrête pas de travailler et dont la question existentielle est suis-je compétente? Donc c'est la problématique, le stade de développement aux alentours de 2-3 ans, de là aussi de la besoin de sécurité, de planification. Il y a un besoin de sentir qu'on est en sécurité avec les autres aussi. Donc il y a vraiment ce besoin relationnel aussi avec les autres. Et donc pour compenser, eh bien, sous stress, le travaillomane qui manque finalement de légèreté, il va aller dans le surcontrôle. C'est le côté perfectionniste. Il est très mental. La qualité, par contre, c'est un très bon organisateur. Il planifie, il est capable de vous faire des processus. Il apporte vraiment ce côté rassurant. Mais quand il est sous stress, eh bien, il a tendance à vouloir prendre le contrôle et être hyper tatillon, perfectionniste. Et il est aussi pour lui, en fait. Et surtout, le surdoué, il a vraiment ce côté perfectionniste qui l'empêche d'ailleurs d'avancer. Et on peut espérer qu'au fur et à mesure, il va développer d'autres types de personnalités, comme le rebelle, par exemple. Qui va pouvoir en fait lui lâcher la grappe, je peux dire ça comme ça, sur le côté perfectionniste. Bah oui, je fais des vidéos, elles sont pas parfaites, mais au moins je les fais, j'apprends, et puis j'accepte d'être imparfaite.
Donc la façon dont on va résoudre en fait cette problématique de compétence en fait le travail humain, eh bien ça va être d'aller contacter finalement le chagrin lié à la perte, parce que en réalité le travail humain il a subi en fait un gros chagrin en fait dans son enfance, donc aux alentours de 2-3 ans, et c'est parce qu'il est en grand chagrin, une grande tristesse, qu'il essaie de construire sa vie en fait, voilà, selon un modèle bien délimité, comme peut-être papa ou maman voudrait, mais en réalité, il n'est plus en connexion avec le vivant. Alors lui, il est complètement dans le mental, et il est là lui aussi complètement coupé de son émotionnel. Et il a besoin en fait de se reconnecter à son émotion en fait pour sortir en fait de ses ornières. Ça c'est vraiment la problématique du travail humain. Le cinquième type de personnalité, c'est le rebelle. Le rebelle, lui, c'est la problématique, ça est en lien avec le stade de l'enfant qui est la problématique, la loi de la cause à effet. C'est-à-dire que l'enfant, eh bien, quand il commence à rentrer dans la vie sociale, eh bien, il va se rendre compte que s'il fait quelque chose, eh bien, ça va lui renvoyer d'autres choses. Si je tape un enfant, il y a de fortes chances que l'enfant me tape encore plus fort. Si je vole, eh bien, on va me manquer, on va pas me faire confiance. Eh bien là, on est en plein dans le stade de l'enfance du rebelle, de la loi de cause à effet. Et donc, entre 3 et 4 ans, il doit vivre, l'enfant, une culpabilité saine, c'est-à-dire on doit lui faire comprendre qu'il est responsable de ses actes. C'est le moment où il commence à prendre conscience en fait de l'importance et non pas d'être dans la toute-puissance, à l'inverse. Le problème, c'est que si l'enfant vit à ce stade-là, par exemple, l'humiliation, ou à l'inverse, qu'on le laisse tout faire, eh bien, en gros, il va se couper, en fait, des expériences. Alors, soit il vit l'humiliation, et à ce moment-là, il va dire, ok, bah, si je fais une expérience, je suis humilié, donc du coup, je fais plus d'expérience, je fais ce qu'on me dit, et donc il va rentrer en fait dans un mode beaucoup plus comme il va accepter d'être dompté, donc il va certainement là aller chercher un autre type de personnalité comme l'empathique par exemple. Il va se suradapter, ou alors au contraire, s'il a été élevé avec un modèle de toute puissance, eh bien, il va vivre plein d'expériences, mais il n'en sera jamais responsable. Il va avoir vraiment cette problématique de responsabilité. Et sous stress, en fait, la réponse en fait du rebelle, c'est j'ai de la valeur, tu as de la valeur, si tu fais des efforts. Et puis, si vraiment il est sous stress supérieur, alors il va commencer à blâmer les autres. Ça va être toujours la faute des autres. C'est du type, voilà, de personnes pour qui c'est jamais de sa faute. Là, on est vraiment dans le rebelle qui n'est pas connecté à sa responsabilité et donc qui doit justement se retrouver pour sortir en fait de sa problématique. Euh, Est-ce que j'existe avec ma différence? Parce que j'ai oublié de dire que c'était la question existentielle en fait du rebelle, c'est suis-je accepté avec ma différence? Eh bien, pour pouvoir se connecter à ça, il va devoir vivre en fait quelque part le pardon et s'excuser en fait, parce que il va devoir du coup prendre la totale responsabilité de ses actes, et c'est quand il va se retrouver connecté à l'amour de soi total, et donc du coup et aussi être désolé en fait, que il va commencer en fait à pouvoir être dans une relation beaucoup plus équilibrée. Pour petite anecdote, moi j'ai le souvenir, il y a à peu près 7 ans, c'est pas si vieux, j'étais chez une amie qui m'avait prêté sa maison,
Et j'avais vraiment tout bien nettoyé. Je savais que voilà, je suis plutôt du genre bordélique, donc j'avais vraiment fait d'attention, prêté beaucoup d'attention à nettoyer tout ça. Et quand elle est revenue, en fait, mon amie m'a renvoyé que, en fait, pour elle, ça a été un drame, parce que le premier truc qu'elle a vu, c'était, comme par hasard, le seul truc que j'avais pas nettoyé, et qui était la première chose, en fait, qu'elle a vue quand elle est arrivée. Il y avait un fauteuil que j'avais pas bien nettoyé. Et la première des choses que j'ai faites, c'était de dire que non, c'était pas vrai en fait, moi j'étais sûre que j'avais passé beaucoup de temps, et donc j'étais dans cette conviction que bah non, en fait, moi j'avais fait beaucoup d'efforts, et donc du coup, quand même, elle aurait pu reconnaître en fait l'effort que j'avais fait. Et ce n'est que voilà, en réfléchissant bien et que j'ai accepté en fait de me plier quelque part et de prendre conscience bah, que oui, en effet, que malgré mes efforts et malgré ma bonne volonté, eh bien, j'avais pu faire une erreur, j'avais pu être imparfaite quelque part. Et le fait de reconnaître ça, eh bien, ça a vraiment guéri quelque chose en moi. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment pu m'accepter comme étant moi-même. Je n'avais plus à jouer les parfaites. Je pouvais accepter d'être bordélique. Et c'est une fois que je reconnais en fait ce côté bordélique que du coup, bah oui, si l'autre me renvoie que je suis bordélique, bah oui, et je fais de mon mieux et voilà, et je suis dans cette amélioration continue et ça a été très très guérisseur pour moi. Le sixième et dernier type de personnalité, eh bien, c'est l'empathique. C'est l'étape de la socialisation en fait de l'enfant, où il est connecté avec d'autres. C'est le moment où vers 5, même 4 ans, 4-5 ans, il commence à aller à la crèche et donc il rencontre d'autres personnes, d'autres enfants. Et c'est l'étape où l'enfant a la problématique, enfin la question existentielle en fait de l'empathique, c'est suis-je aimable? Puisqu'il va avoir besoin en fait de trouver sa place en fait dans la société, dans les structures dans lesquelles il va se retrouver. Et donc il va apprendre l'apprentissage, là c'est vraiment l'apprentissage de la relation, à la fois de donner et de recevoir. Là on est en plein dans la problématique de l'empathique. Et la problématique qu'il va trouver, c'est le côté de ne pas trop donner. L'empathique, il a tendance à justement donner trop parce que dans l'espoir d'être aimé. En gros, il achète en fait son amour. Et il a donc la tendance qu'il va avoir quand il est sous stress, eh bien, il va se suradapter parce qu'il a l'impression de ne pas être aimable. Donc, il va avoir du mal à trouver sa place dans le monde. Donc, il va préférer en fait voilà, jouer les sauveurs. C'est vraiment le premier à se retrouver dans le sauveur. Et donc, évidemment, le sauveur finit par le transformer en victime et en bourreau, et ça finit pas. On attire à soi aussi des pervers narcissiques parce que la problématique en fait à laquelle l'empathique va devoir résoudre l'empathique, c'est de mettre des limites. Donc sous stress, comment ça se passe? Eh bien, personne ne l'aime, c'est le Calimero, puisqu'il ne se sent pas aimé. Eh bien, voilà, il va vraiment avoir la sensation il va jouer les victimes. Personne ne m'aime. Et puis, sous stress vraiment profond, eh bien, il va commencer à faire des bêtises. Voilà, il va faire des erreurs. Quelque part, c'est un moyen détourné d'attirer l'attention, d'avoir quelque part l'attention de l'autre, mais de manière négative. Donc ça, c'est vraiment une émotion raquette de l'empathique. C'est une émotion raquette, c'est vraiment, il se la retourne contre lui. Donc il se retourne la colère contre lui, alors que la solution, en fait, c'est vraiment d'aller expérimenter la colère authentique. La colère authentique, c'est voilà, de reconnaître que quand l'autre, en fait, rentre sur mon territoire, que tu remets en cause mes valeurs profondes ou que tu prends le pouvoir sur moi. Donc là, c'est vraiment la signification en fait de la colère. C'est non. C'est non. Tu n'as pas le droit en fait de me dévaloriser. Tu n'as pas le droit en fait de me critiquer. Tu me dois le respect.
Et là, ça va vraiment être la problématique en fait de l'empathique. Donc tu vois, en fait, tous ces personnages-là, ce qui est intéressant, tu peux revoir en fait la vidéo et essayer de sentir déjà, tiens, quel est le type de personnalité dans lequel tu te reconnais, plutôt comme quelqu'un qui est très généreux, qui est vraiment qui adore donner, qui adore faire plaisir. C'est vraiment le faire plaisir de l'empathique. Le côté plutôt au contraire rebelle qui aime faire des expériences, qui a besoin, et Dieu sait si souvent les zèbres aiment vraiment expérimenter, ils ont ce besoin d'expérimenter, mais souvent ils ne se l'autorisent pas. Il y a souvent, moi je remarque très souvent un rebelle caché en fait chez les zèbres, et c'est certainement pour ça qu'ils viennent me voir, parce qu'ils retrouvent un peu leur rebelle. Et parce que le rebelle, il est rarement apprécié en fait dans les familles qui sont très structurées, surtout ici en Alsace. Je ne sais pas pour rien que je suis venue ici. Voilà, le côté très très structurant, mais et donc qui se sont enfermés dans des faux selfs de voilà, il faut être sérieux. Ah, il faut avoir un travail sérieux. Non, il ne faut pas avoir un travail sérieux. Le travail, en fait, on doit être en joie, on doit être dans le plaisir. C'est le plaisir, le rebelle. Et donc tu vois bien que si tu as développé un faux self, travailloman par exemple, pour plaire à papa ou à maman, ou le côté soit travailloman, soit persévérant, parce que le persévérant, voilà, il sait ce qu'il veut, c'est comme ça, il ne sait pas autrement. Voilà, on a été éduqués avec des parents quand même, voilà, dans les principes du patriarcat, où c'est comme ça et c'est pas autrement, une éducation très rigide qui ne nous laisse pas en fait l'espace en tant que rebelle d'aller explorer. Et donc souvent on va aller chercher en fait un moyen, une activité, c'est les voyages, c'est la danse, c'est l'art, c'est voilà, n'importe quoi, mais qui va te permettre de te reconnecter avec ce côté rebelle où tu vas enfin pouvoir lâcher en fait ta personnalité. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, toutes les personnalités, évidemment, elles sont utiles à l'intérieur de toi. Il n'est pas question de dire ah ouais, ah oui, t'as raison, en fait, là maintenant je vois bien le côté travailloman, c'est le côté de ma mère, il est super rigide, j'en veux plus. Ah non, au contraire. Si tu les as développés, c'est justement qu'ils se sont très utiles pour toi, pour pouvoir aller explorer, pour pouvoir aller développer en fait ton business par exemple. Parce que si tu es juste dans le rebelle à faire ton plaisir, eh bien tu vas avoir une idée et puis tu vas commencer à te dire ah tiens ça me ferait plaisir de faire ça. Ah ouais, et puis ça me ferait plaisir de faire ça, parce que ça c'est un peu le côté zèbre, hein. Puis j'aimerais faire ça, puis j'aimerais faire ça. Et il y a un moment donné, le travailloman ou le persévérant, parce que le persévérant il est engagé, il a besoin en fait d'aller au bout en fait des choses, il a besoin d'être exemplaire. Donc du coup, le persévérant va être là en train de lui dire ok cocotte, super, t'as un truc qui te fait plaisir, alors va au bout, sois exemplaire, fais-toi plaisir, et sois fier de toi en fait. Et à l'intérieur de toi, tu vois bien que finalement, on va construire grâce à ces différentes personnalités un père et une mère et un enfant. On va former en fait une nouvelle famille et grâce à laquelle en fait tu vas pouvoir bien vivre la vie de tes rêves, faire le couple de tes rêves, faire le boulot de tes rêves. Et grâce à toutes ces personnalités très riches, très différentes en fait, tu vas ouvrir les horizons. Et donc du coup tu vas pouvoir assumer ton rôle de zèbre et de haut potentiel qui a pour vocation en fait d'aller réinventer en fait le monde, d'aller vraiment co-créer quelque chose de nouveau et aller proposer une autre façon de faire, puisqu'on va sortir des cadres justement, des cases. On va pouvoir, grâce, et voilà, encore une fois, en intelligence collective. Et pour ça, il est vraiment important que tu connaisses tes différents types de personnalités et que du coup, tu puisses les activer au bon moment. Et pour ça, la meilleure façon, c'est de voir en fait comment tu fonctionnes sous stress. Ça, c'est vraiment le meilleur fonctionnement, c'est-à-dire que quand ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe en toi? Est-ce que tu es plutôt en train de dépérir et de perdre ton énergie et du coup d'avoir besoin de solitude? Est-ce que tu te retires?
auquel cas tu es un rêveur, ou au contraire, est-ce que tu te suradaptes, que tu es tout le temps à vouloir faire plaisir à l'autre, auquel cas tu es plutôt un modèle empathique. Et donc, et voilà, et tu retrouveras en fait les différents modèles sous stress dans les différents, avec les différents types de personnalités que j'ai pu décrire. Et à ce moment-là, en fait, tu pourras comprendre que ça, c'est ta personnalité, c'est ce qu'on appelle la phase. C'est la personnalité que tu as en ce moment. Et ce qu'il faut comprendre, juste un dernier élément par rapport à ce modèle-là, qui est encore une fois très très riche, la façon dont tu vas réagir spontanément, c'est la phase, c'est-à-dire le type de personnalité auquel tu es en ce moment. Et plus tu vas être vraiment dans un stress profond, eh bien, tu vas à un moment donné retomber en fait dans le modèle de ta personnalité de base, qui est la première. Donc voilà, et c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir découvrir ta personnalité vraiment profonde et avec tout ce bal de personnalité. Donc moi, vraiment, je t'encourage à réécouter cette vidéo. Et puis, très prochainement, je vais aussi proposer un programme où je vais te proposer justement eh bien, d'aller visiter tous ces différents types de personnalités de manière beaucoup plus profonde. À très bientôt pour ça. Et à très bientôt pour la deuxième vidéo.